Avant de commencer cette conférence, j'aimerais te demander une chose. En fait, si notre civilisation n'était pas la première à avoir développé une technologie extrême, avancée, si bien avant nos ordinateurs, nos satellites, notre intelligence artificielle, l'informatique quantique, une autre civilisation avait déjà découvert une manière totalement différente d'interagir avec le monde. Une technologie qui ne fonctionnait ni avec des puces électroniques, ni avec des câbles, ni avec de l'électricité, mais avec l'eau. Ça peut sembler incroyable. Pourtant, plus on explore la civilisation atlante à travers des découvertes scientifiques modernes et les récits transmis à travers les siècles, plus on se rend compte que l'eau est bien plus que du liquide, qu'elle est capable de mémoriser, de transmettre et surtout d'interagir avec la conscience. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager un secret atlante oublié, un secret si ancien, si subtil, qu'il a traversé les âges, dissimulé sous le voile des mythes, des légendes et du silence. Un savoir qui va transformer profondément ta manière de comprendre la conscience, la technologie, ainsi que ta propre nature, car la science moderne n'en est qu'au premier pas de ce que les Atlantes avaient déjà compris. L'Atlantide est la trace estompée d'une civilisation qui avait découvert une voie totalement différente de celle que nous avons empruntée. Sa technologie ne reposait ni sur le métal, ni sur l'électricité, ni même sur le silicium. Elle reposait sur l'eau, une eau vivante, codée et consciente. Une eau capable de mémoriser, de transmettre, de répondre à la vibration. Une eau qui est une véritable interface sacrée entre la conscience et la matière. Alors aujourd'hui, je t'invite à mettre de côté le temps de cette conférence tout ce que tu crois savoir. Je ne te demande pas de croire ce qui va suivre. Je t'invite simplement à écouter, à observer, à ressentir. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères de l'histoire oubliée. Bienvenue au cœur de la technologie vivante de l'eau. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager quelque chose de très personnel. Ce que je vais te transmettre aujourd'hui ne vient pas uniquement de mes lectures, de mes recherches ou des nombreuses traditions que j'ai étudiées au fil des années. J'ai vécu ce que j'ai décrit à travers mes nombreuses rencontres avec les êtres atlantes et les êtres galactiques. Ces rencontres ont d'ailleurs profondément transformé ma façon de regarder le monde. Alors bien sûr, je ne prétends pas détenir une vérité absolue. Je partage simplement une transmission. Libre à chacun de vous d'y trouver une résonance ou simplement une matière à réflexion. Depuis l'Antiquité, les récits évoquent l'Atlantide comme un monde à part, irréel, suspendu entre l'histoire, le mythe, la mémoire. À travers les siècles, philosophes, historiens, chercheurs, explorateurs et passionnés n'ont jamais cessé de s'interroger. L'Atlantide a-t-elle réellement existé ? Est-ce une île, un continent, une civilisation aujourd'hui disparue, ou bien un symbole destiné à transmettre un enseignement bien plus profond ? En fait, la véritable question n'est pas de savoir où se trouvait l'Atlantide, mais de comprendre ce qu'elle représentait, car derrière ce nom se cache une vision totalement différente de notre relation au monde. Les récits les plus anciens parlent d'une civilisation dotée d'une architecture monumentale, pensée selon des lois géométriques, énergétiques, d'une précision remarquable. Chaque temple, colonne, bassin ou cité répondait à une harmonie invisible, car les bâtisseurs comprenaient des lois que nous n'avons, au fil du temps, bien sûr, oubliées. Ils évoquent également un savoir scientifique extrêmement avancé, avec une connaissance de l'eau, des cristaux, des fréquences, des sons et des mouvements de l'énergie. Bien sûr, une maîtrise qui ne cherchait jamais à dominer la nature, mais à dialoguer avec elle. Et c'est là que réside la plus grande différence entre notre civilisation et celle que les traditions du chamanisme atlante, dans lequel la technologie ne s'oppose pas à la nature, mais œuvre avec elle, dans une harmonie profonde entre les éléments. Les êtres et la conscience, la technologie n'était pas séparée de la spiritualité. La science, elle non plus, n'était pas séparée de la sagesse, et la puissance n'était même pas dissociée de la responsabilité. Puis soudainement, ce monde disparaît, submergé, englouti, avec ses connaissances, ses temples, ses bibliothèques, ses chamans atlantes et ses technologies. Au fil du temps, il ne restera que quelques fragments des mythes, des récits symboliques, des traditions orales, des légendes transmises de génération en génération, comme si une immense bibliothèque de l'humanité avait été dispersée aux quatre vents. Pourtant, malgré les siècles, malgré le voile de l'oubli,
des débats qui continuent encore aujourd'hui et certains indices persistent d'ailleurs. Ils fissurent peu à peu notre vision de l'histoire officielle. Ils surgissent parfois là où personne ne les attendait. Sous les océans, à travers des constructions monumentales, dans des traditions qui n'auraient jamais dû se rencontrer, dans des symboles identiques retrouvés sur plusieurs continents, avec des découvertes inexpliquées, des incohérences chronologiques ou encore des connaissances astronomiques étonnantes. Des vestiges qui défient les capacités techniques que l'on attribue aux civilisations anciennes. Alors bien sûr, pris séparément, chacun de ces éléments peuvent être discutés. Mais lorsqu'on commence à les observer dans leur ensemble, une autre perspective apparaît avec les pièces d'un immense puzzle qui cherche à retrouver leur place. Peu à peu, ces éléments invitent à envisager qu'un autre récit plus ancien, plus vaste, cherche aujourd'hui à être reconnu, et c'est précisément ce récit que je t'invite maintenant à explorer. Aux quatre coins du globe, des découvertes silencieuses, parfois méconnues du grand public, viennent régulièrement interroger notre compréhension de l'histoire. Sous les océans apparaissent des structures sous-marines aux formes étonnamment géométriques, des pyramides immergées, des murs cyclopéens composés de blocs gigantesques, des plateformes taillées, des escaliers ou encore des alignements de pierres. L'on observe ces structures, on se rend compte qu'elles obéissent à des lois de construction, d'orientation et de symétrie qui rappellent une intelligence organisatrice, consciente, maîtrisée. On les retrouve sur plusieurs continents et dans plusieurs océans, des structures présentant parfois des similitudes étonnantes. Alors pourquoi ces anomalies reviennent-elles aussi souvent dans des régions où les traditions évoquent justement des terres englouties ? Pourquoi certaines constructions semblent-elles présenter des orientations si précises ? Face à la répétition de ces découvertes, à leur cohérence, à leur répartition sur l'ensemble de la planète, le doute s'installe. Et si ces vestiges étaient les traces d'un monde oublié, englouti lors d'un immense bouleversement ? S'il existe un élément qui relie pratiquement toutes les traditions anciennes, c'est bien l'eau. Depuis toujours, elle fascine, nourrit, soigne, relie, transforme, et pourtant, nous pensons encore la connaître. Aujourd'hui, la science moderne commence tout juste à frôler une réalité que les Atlantes connaissaient très bien. On découvre que l'eau n'est peut-être pas ce liquide neutre et passif que nous avons longtemps imaginé. Derrière son apparente simplicité, elle cache une complexité extraordinaire. Oui, l'eau mémorise, réagit aux intentions posées sur elle, mais elle se structure différemment selon les sons, selon les fréquences, les vibrations ou l'environnement dans lequel elle évolue. Elle dialogue en permanence avec le monde qui l'entoure. Elle est capable de conserver une information, puis de la restituer sous une autre forme. À l'échelle microscopique, ces molécules s'organisent, se désorganisent, puis se réorganisent sans cesse, comme un langage que nous compensons seulement à entrevoir. Car l'eau écoute, échange et répond. Imagine une eau exposée à une musique harmonieuse, à une prière, une intention profondément sincère. Et progressivement, sa structure devient plus cohérente, plus ordonnée et retrouve naturellement une forme d'équilibre. Maintenant, imagine cette même eau plongée dans un environnement de peur, de violence, de chaos. Son organisation devient plus fragile, plus désordonnée, car elle enregistre également cette information. L'eau est un véritable support d'information, une mémoire vivante, un langage, une interface entre le visible et l'invisible. D'ailleurs, pour les Atlantes, l'eau n'était pas une ressource à exploiter. Elle était un pont entre la conscience et la matière. Elle occupait une place centrale dans leur compréhension du monde. Dans les bassins sacrés, l'eau circulait lentement, toujours en mouvement, vivante, selon des spirales parfaitement maîtrisées, car une eau immobile perd sa capacité d'échange, alors qu'une eau en mouvement demeure reliée au vivant. Elle capte les informations de son environnement, les rythmes de la terre, les mouvements des astres, les vibrations des lieux, ainsi que l'état de conscience des êtres humains qui s'en approchent. L'eau est une mémoire, un support de calcul, un champ de communication, comme une immense bibliothèque liquide capable de conserver, transmettre et mettre en relation les informations.
Là où notre civilisation a choisi de construire des machines toujours plus puissantes à l'extérieur d'elle-même, les Atlantes, eux, ont choisi de dialoguer avec l'intelligence, déjà présente dans la nature, de coopérer avec elle. L'eau est alors un véritable superordinateur organique, capable de répondre par des résonances, des équilibres, des ajustements subtils et profondément vivantes. Depuis quelques années, certaines recherches bouleversent notre compréhension de l'eau. Observée de près, elle réagit, s'adapte et répond à ce qui l'entoure. Sous certaines conditions, elle révèle des structures cristallines capables de se modifier selon l'environnement, les sons, les fréquences et même l'intention humaine. Et c'est là que les choses deviennent profondément troublantes, parce que l'eau entre en dialogue avec son environnement. Sous l'effet d'une vibration harmonieuse, l'eau s'organise, se structure. Elle adopte des formes plus cohérentes, plus ordonnées, comme si elle retrouvait une architecture intérieure, car la vibration vient lui rappeler son axe, son équilibre et sa nature première. Mais lorsqu'elle est exposée au chaos, au stress ou à des ondes dissonantes, cette organisation se fragmente. La forme devient moins lisible, moins stable et l'eau perd momentanément son axe intérieur. Elle enregistre dans sa propre structure la qualité vibratoire de ce qu'elle traverse. Ces transformations sont observées, étudiées, photographiées, discutées. L'eau réagit aux sons, aux fréquences et aux ondes. Elle reçoit, absorbe, transmet. Elle enregistre des informations énergétiques, les conserve dans sa structure moléculaire qui n'est jamais figée, mais en perpétuel mouvement. À chaque instant, ces molécules s'assemblent, se séparent, se réorganisent, se réalignent. Elles forment un réseau dynamique, vivant, capable de stocker et de transmettre de l'information. L'eau agit comme un support d'information naturel, comparable à un disque dur biologique vibratoire, quantique, sensible, en relation permanente avec le monde visible et invisible. Les Atlantes savaient dialoguer avec cette intelligence fluide. Ils savaient la programmer par le son, par la fréquence et par l'intention. Ils savaient l'utiliser comme un vecteur de connaissance, de guérison et d'harmonisation. Dans les temples atlantes, l'eau était active. Elle participait, recevait les chants, portait les prières, amplifiait les fréquences. Elle conservait les informations déposées par les chamans, les guérisseurs, les enseignants et les êtres reliés au plan subtil. Chaque bassin devenait alors une bibliothèque liquide. Chaque canal devenait une voie de transmission et chaque source devenait un espace de dialogue entre la terre, le ciel, les astres et la conscience humaine. Là où nous séparons la science et les spiritualités, les Atlantes savaient que les deux avancent ensemble. Pour les Atlantes, l'eau est une conscience en mouvement, une messagère, une gardienne de mémoire, un pont vivant entre les mondes. Et c'est pour cela que l'eau nous touche autant aujourd'hui. Parce qu'au fond, nous le savons, quand nous nous approchons de la mer, d'une rivière ou même d'un simple bassin d'eau claire, quelque chose en nous se calme, se souvient, car l'eau parle à notre âme, qui n'a jamais oublié que la vibration précède la forme, que l'intention modifie le vivant, et que la mémoire du monde ne se trouve pas seulement dans les livres, les pierres ou les archives, mais aussi dans l'eau. Les Atlantes n'utilisaient pas d'ordinateur au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils n'avaient ni écran, ni clavier, ni serveur. Leur technologie était d'une autre nature, infiniment plus subtile, organique, consciente. La technologie était profondément intégrée au vivant. Elle reposait sur un ensemble d'éléments naturels, mis en harmonie. Des bassins sacrés remplis d'eau pure, des cristaux atlantes soigneusement choisis, taillés, orientés, des sons précis émis selon des lois harmoniques, des fréquences spécifiques et des vortex d'eau en mouvement constant. Tout était vivant, relié, tout avait une fonction. Imagine un bassin circulaire creusé dans la pierre claire d'un temple ancien, un bassin parfaitement orienté, selon les lignes telluriques du lieu, les mouvements du ciel et la géométrie sacrée. L'eau ne stagne jamais, elle circule lentement, elle tourne, elle dessine une spirale douce, régulière, presque hypnotique. Au centre, un cristal atlante, capteur, se dresse comme une colonne de lumière. Il reçoit, concentre, amplifie l'information. Et autour de lui, d'autres cristaux sont disposés selon une géométrie précise. Certains stabilisent le champ énergétique, d'autres orientent les fréquences, d'autres encore servent de relais entre l'eau, le lieu, les êtres présents et les plans les plus subtils. L'ensemble forme un champ vivant, un espace de connexion, une architecture vibratoire.
Lorsque les sons émis sous forme de chants, de tonalités ou de mantras, l'eau réagit immédiatement. Elle frémit, ondule, se structure, car elle reconnaît le langage qui lui est adressé. Chaque fréquence vient réveiller en elle une information précise lui est adressée. Chaque fréquence vient réveiller en elle aussi une information pour inscrire dans sa structure. Parce que chaque vibration modifie son organisation intérieure. Chaque intention affine la réponse du système. L'eau devient le cœur du dispositif, le lieu où l'information circule, où la conscience rencontre la matière. Donc dans ce système, en fait, l'eau est le support central. Les cristaux agissent comme des amplificateurs, des stabilisateurs et des mémoires. Et les sons deviennent un véritable langage de programmation. La conscience humaine devient l'interface principale. C'est cela qui rend cette technologie si différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un clavier, d'un écran, d'un programme extérieur. Chez les Atlantes, le programme passe par la vibration, le son, l'intention, par l'état intérieur, la qualité de présence de celui ou celle qui entre en relation avec le système. Les chamans scientifiques n'observaient pas la machine de l'extérieur. Ils entraient en relation avec elle par la pensée, par l'émotion maîtrisée, par l'intention claire, par le chant, par l'alignement intérieur. Il dialoguait avec cette intelligence fluide et le système répondait par des ajustements vibratoires, des résonances, des perceptions, des visions, des modifications subtiles du champ énergétique. Parfois même par des sensations physiques ou des états de conscience modifiés. L'information n'était pas seulement lue avec les yeux, elle était ressentie dans le corps, perçue par l'âme. C'est pour cela que cette technologie demandait une immense préparation intérieure. On ne pouvait pas entrer dans un tel système avec un esprit agité ou avec une intention confuse, car l'eau répondait à la vibration réelle de l'être, à sa fréquence profonde. Ensemble, ces éléments formaient un système capable de calculer sans mathématiques visibles bien sûr, de stocker l'information sans support matériel traditionnel, de transmettre des données sans langage écrit, de prévoir les déséquilibres à venir, d'harmoniser les champs énergétiques et de soutenir les processus de guérison. Ce système pouvait détecter les dissonances dans un corps, un lieu, un groupe et même dans les cycles de la Terre elle-même. L'eau captait l'information, les cristaux l'amplifiaient, les sons l'orientaient, la conscience humaine l'activait. Et l'ensemble formait ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un ordinateur quantique Atlante. Mais en réalité, ce mot, à mon sens, reste imparfait, car ce n'était pas un ordinateur au sens moderne, ce n'était pas un outil mécanique, c'était un organisme technologique, vivant, un champ intelligent, un pont entre la science, la conscience et le sacré. Et surtout, il était sensible à l'éthique, à la cohérence intérieure et à la qualité de la conscience de celui qui l'utilisait. La technologie n'était jamais séparée du spirituel. Elle exigeait une maîtrise intérieure autant qu'un savoir technique. Un être désaligné ne pouvait pas accéder pleinement à ses fonctions les plus élevées. Mais lorsqu'un être était centré, clair, aligné, relié au vivant, alors le système pouvait s'ouvrir comme une intelligence qui reconnaît une autre intelligence. Encore une véritable différence avec notre monde moderne. Nous avons créé des machines, oui, d'une certaine puissance extraordinaire, mais nous les avons souvent séparées de la conscience, de l'éthique et de la sagesse intérieure. Les Atlantes, eux, semblaient avoir compris qu'une technologie puissante ne devait jamais être confiée uniquement à l'intellectuel. Elle devait être accompagnée par le cœur, par la maîtrise de soi, par le respect du vivant et par la conscience des conséquences. Car l'ordinateur quantique Atlante ne fonctionnait pleinement que lorsque l'humain était lui-même aligné, lorsque son mental, son cœur, son corps, son âme entraient dans une même cohérence. Alors seulement l'eau pouvait répondre avec justesse, les cristaux pouvaient amplifier sans distorsion, les sons pouvaient ouvrir les bons passages et l'information pouvait circuler librement, car c'est une technologie de conscience. Le fonctionnement de cette technologie Atlante repose sur le fait que tout part du mouvement de l'eau. C'est pourquoi dans les temples, les bassins et les chambres vibratoires, l'eau était toujours mise en mouvement. Elle circulait en spirale parce que la spirale est l'une des grandes formes du vivant. On la retrouve dans les galaxies, les coquillages, les vortex, dans certaines plantes, les mouvements de l'énergie, les cycles du corps ou dans les rythmes de la Terre. La spirale n'est pas seulement une forme, c'est une dynamique, une manière pour l'énergie de circuler sans se briser, une manière pour l'information de se déployer, de se transformer et de revenir enrichie.
Depuis l'Antiquité, le nombre d'or est associé à l'harmonie, à la beauté, à la croissance naturelle et aux proportions sacrées. On le retrouve dans l'agencement des pétales, dans la disposition des graines, dans les coquillages, dans les architectures anciennes et dans de nombreuses représentations de la géométrie sacrée. Dans le chamanisme atlante, la spirale est une manière d'organiser l'énergie selon les proportions du vivant. Car lorsque l'eau circule en spirale, elle s'accorde, elle entre dans un rythme. Le nombre d'or devient alors une clé de lecture. En chamanisme atlante, on sait que la géométrie influence la vibration, que la forme modifie la circulation de l'énergie et que le mouvement organise l'information. Dans la technologie atlante, la forme elle-même devient un langage et la spirale portée par cette intelligence du nombre d'or devient l'une des plus grandes portes d'entrée entre la matière, l'énergie et la conscience. En circulant lentement, en spirale, l'eau génère un champ d'harmonie dans lequel les informations sont reçues, intégrées, organisées et transformées. Ce mouvement permet à l'eau de rester consciente, reliée au rythme naturel de la Terre et du cosmos. Car l'eau devient une antenne, une mémoire en circulation et une intelligence ouverte. Au cœur de ce mouvement, les cristaux atlantes jouent un rôle fondamental. Ils sont sélectionnés pour leur fréquence, leur pureté, leur structure interne et leur capacité à entrer en résonance avec l'eau. Placés avec une précision extrême, ils structurent l'information et amplifient l'énergie circulante. Chaque cristal atlante a une fonction spécifique. Ils permettent au système de ne pas se disperser. Alors certains captent, reçoivent des informations venues du lieu, du corps, de la terre, des astres ou des pans subtils. D'autres traduisent l'information en fréquences lisibles par la conscience humaine. Le cristal atlante devient un traducteur entre plusieurs niveaux de réalité. L'eau et le cristal dialoguent en permanence. Ensemble, ils forment un réseau vibratoire d'une grande finesse, capable de capter des informations extrêmement subtiles, bien au-delà de ce que nos instruments modernes savent encore mesurer. Plus les sons entrent en jeu, les chants, les vibrations émises, consciemment, les fréquences portées par la voix, par des instruments sacrés ou par des résonateurs de cristal. Dans cette technologie atlante, le son vient programmer l'eau pour être utilisé comme une clé vibratoire capable d'ouvrir, de modifier, d'orienter, d'activer les informations contenues dans le système. Chaque fréquence active une réponse précise. Chaque vibration ajuste l'équilibre global. Chaque son vient toucher une strate particulière de l'eau, du cristal ou du champ énergétique. Certains sons purifient, alignent et d'autres encore permettent de faire remonter une mémoire, une image, une sensation ou une information enfouie. Et au centre de ce dispositif se tenaient les chamans scientifiques. Ce terme est important parce qu'ils ne sont pas uniquement des chamans atlantes, ni uniquement des scientifiques. Ils sont les deux à la fois. Ils connaissent les lois du vivant, du son, de la géométrie, de l'énergie, mais ils connaissent aussi les lois intérieures du cœur et de l'âme, car notre système humain n'est pas du tout extérieur à la technologie. Il fait partie de la pensée. L'intention. Et par l'état de conscience, nous entrons en résonance avec le système par la clarté intérieure, la stabilité émotionnelle, et l'alignement éthique était essentiel aussi, car l'eau ne répondait pas seulement à ce qui est dit, elle répond à ce qui est réellement émis, elle capte la vérité vibratoire de chacun de nous, elle perçoit l'intention profonde et elle réagit à la cohérence ou l'incohérence intérieure. C'est pourquoi les chamans scientifiques dialoguaient, entraient en relation, posaient une intention claire, émettaient une fréquence, puis ils écoutaient la réponse et l'eau répondait, alors par résonance vibratoire, par des sensations, des visions. Le résultat était une intelligence collective liquide, consciente et réactive, un système capable d'évoluer en temps réel, une technologie avancée qui est en accord avec le vivant, l'âme et la terre, et c'est précisément cela que notre époque est en train de reprendre. Moi, je dirais plutôt réapprendre. Nous avons développé des machines capables de traiter des milliards d'informations, mais nous avons oublié que l'information sans conscience devient déséquilibrée, que la puissance sans sagesse devient dangereuse, et que la technologie sans lien avec le vivant finit par perdre son sens. Dans le chamanisme atlante, le fonctionnement de cette technologie reposait donc sur une alliance sacrée,
Car la technologie Atlante n'est pas une intervention ni une invention contre la nature, mais une conversation avec elle. Contrairement à notre technologie moderne, fondée en grande partie sur la séparation entre l'humain et la machine, la technologie Atlante reposait sur une logique radicalement différente. Aujourd'hui, nous interagissons avec nos outils depuis l'extérieur, nous appuyons sur des boutons, nous touchons des écrans, nous écrivons sur des claviers, nous transmettons des ordres à des programmes. Donc la machine, du coup, reçoit une commande, elle exécute et elle répond. Mais dans la technologie Atlante, cette relation était vraiment tout autre. L'humain ne commandait pas une machine extérieure à lui. Il entrait en relation avec un champ vivant, capable de répondre à la qualité de sa présence. Là où nous utilisons des interventions matérielles, les Atlantes faisaient appel à ce qu'ils avaient de plus subtil et de plus puissant avec leur propre conscience, l'esprit, l'émotion, l'intention et la vibration. Tout cela constituait les véritables interfaces de leur technologie. Il ne suffisait pas d'activer un dispositif, il fallait être capable de s'accorder avec lui, comme on accorde un instrument avant de jouer une musique sacrée. C'est là que cette science devient profondément spirituelle, parce qu'elle oblige l'humain à se connaître, à purifier ses intentions, à devenir responsable de ce qu'il porte en lui, avant même de chercher à agir sur le monde extérieur. C'est pour cela que les chamans atlantes ne sont pas seulement formés à la connaissance des cristaux, de l'eau, des sons ou de la géométrie sacrée. Nous sommes formés à la maîtrise de nous-mêmes. Nous apprenons à reconnaître nos propres déséquilibres, à apaiser nos pensées, à stabiliser nos champs émotionnels, à affiner notre perception et à bien sûr aligner nos paroles avec notre vibration intérieure. Il n'existe aucune frontière nette entre l'humain et la machine, car la machine est le prolongement naturel de la conscience humaine, une extension de ses capacités de perception, de compréhension et d'harmonisation. Elle invite l'être humain à comprendre qu'il ne peut pas manipuler impunément les forces de la nature sans être lui-même transformé par elle. Cette technologie devient une rencontre avec l'eau, avec le cristal atlante, avec le son, avec la mémoire, mais aussi avec soi-même. Et c'est cela qui rend cette technologie atlante si différente de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est, je trouve, l'aspect le plus déroutant et le plus inspirant aussi de l'héritage atlante, car leur technologie ne séparait pas la puissance de la sagesse, ni la science du sacré, car le sacré est important. Elle rappelle sans cesse une vérité fondamentale, que lorsque la conscience s'élève, la technologie devient créatrice, mais lorsqu'elle se coupe du cœur, elle devient destructrice. C'est peut-être là l'un des plus grands enseignements que l'Atlantide nous laisse en héritage. Et si l'Atlantide a disparu, ce n'est pas par manque de savoir, au contraire. Mais à un moment, une partie de cette civilisation a oublié la loi essentielle que la technologie ne doit jamais dépasser la conscience de celui qui l'utilise. Car lorsqu'un monde possède une immense puissance sans garder le cœur comme centre, alors ce qui devait s'élever commence à détruire. Ce qui devait servir la vie finit par servir la séparation. Et c'est pour cette raison que les mémoires atlantes reviennent aujourd'hui avec autant de force pour nous rappeler que le véritable progrès ne consiste pas seulement à créer des outils plus puissants, mais qui consiste à devenir des êtres plus conscients, reliés au cœur, reliés à notre terre-mère et reliés au sacré. La technologie atlante était utilisée pour maintenir l'harmonie du cœur, des lieux, des éléments. En fait, l'harmonie entre l'humain, la terre, l'eau, les cycles de la conscience. Tout était pensé en réseau, en interdépendance et en résonance. Dans le domaine de la guérison vibratoire, l'eau structurée associée à des cristaux atlantes et au son permet de réharmoniser le cœur, le corps et l'esprit. Les soins chamaniques atlantes ne se limitent pas au corps physique. Ils touchent aussi le champ émotionnel, la mémoire cellulaire, le souffle, la conscience et le lien entre l'âme et la matière. Les déséquilibres sont perçus bien avant de devenir maladie, comme une note légèrement fausse dans une musique. On n'attend pas que le corps crie pour l'écouter, on apprend à reconnaître les premiers signes de dissonance. Nous, en tant que chamans atlantes, nous n'intervenons pas contre le symptôme. Nous ne cherchons pas non plus à faire taire le corps. Nous cherchons la fréquence juste des personnes qui viennent à nous, pour ramener la cohérence, réaccorder ce qui avait été désaccordé, et ainsi permettre à l'énergie de circuler à nouveau. La guérison est accompagnée avec respect, en tenant compte du rythme de votre âme, car un soin chamanique atlante ne force jamais l'âme. Pour ce qui concerne la technologie atlante, elle servait aussi à la stabilisation climatique, mais là encore il ne s'agissait pas de contrôler la nature. Le climat était perçu comme une respiration planétaire. Alors les chamans scientifiques accordaient le climat,
comme on aide une corde trop tendue à retrouver sa vibration naturelle. L'architecture énergétique occupait également une place centrale. Les temples, les cités, les lieux de vie étaient conçus comme de véritables organismes vivants. On ne construisait pas simplement pour abriter des corps, on construisait pour soutenir des consciences. Chaque bâtiment était aligné sur des axes précis, reliés aux éléments, orientés selon la lumière, les vents, les mouvements du soleil, les cycles lunaires et les points de force du lieu. Une maison n'était pas seulement un lieu de vie, elle était pensée pour accompagner l'équilibre de ceux qui y vivaient. Les formes, les matériaux, les couleurs, les sons, la circulation de l'eau, la lumière, les cristaux, tout participait à l'harmonie du lieu. On n'habitait pas un lieu par hasard, on entrait dans un espace qui soutenait la paix intérieure, la présence, la relation aux autres et l'élévation collective. C'est ce que notre monde moderne a oublié. Un lieu nous influence, une maison nous parle, une architecture nous apaise ou nous fatigue, ou encore nous élève ou nous disperse. Tout était relié, rien n'était gaspillé ou polluant, parce qu'une technologie véritable, sacrée, ne détruit pas son propre environnement pour fonctionner, elle accompagne le vivant au lieu de l'épuiser. Et c'est là l'un des plus grands enseignements de cette mémoire atlante. Une civilisation avancée ne se reconnaît pas seulement à la puissance de ses outils, elle se reconnaît à la qualité de la relation qu'elle entretient avec la vie. De nombreuses traditions issues de cultures pourtant éloignées dans le temps et dans l'espace racontent un scénario étonnamment similaire. Elles ne racontent pas toutes les mêmes détails, n'utilisent pas toujours les mêmes noms, ne placent pas toujours les événements au même endroit, mais quelque chose revient encore et encore, ce moment de bascule, où l'équilibre initial s'est rompu, comme si à un moment donné, une civilisation qui avait su vivre en résonance avec le vivant avait commencé à se désaccorder de sa propre sagesse. Ce ne serait donc pas la technologie en elle-même qui aurait causé la chute. La technologie, à l'origine, était vivante, elle répondait à la conscience de ceux qui l'utilisaient, mais lorsque la conscience s'altère, même la plus belle des connaissances peut devenir dangereuse. Le danger ne venait pas du savoir lui-même, il venait de la perte progressive de l'éthique qui l'accompagnait, pour des intérêts personnels, politiques, spirituels, énergétiques, pour contrôler, dominer et influencer. Et quand cette harmonie se fissure à l'intérieur d'une civilisation, elle finit toujours par apparaître à l'extérieur. Là où régnait coopération, domination, aurait pris la place. Là où la sagesse guidait, la puissance, l'orgueil aurait commencé à parler plus fort. Et lorsqu'une civilisation commence à agir depuis la peur, même ses plus grandes connaissances, deviennent instables. Car la peur cherche à posséder. Quant à elle, la sagesse cherche à servir. La peur, elle, cherche à contrôler. La sagesse cherche à harmoniser. La peur sépare, la sagesse relie. Ce déséquilibre intérieur aurait alors trouvé un écho extérieur avec notre terre-mère elle-même qui a réagi à cette rupture. Les forces naturelles autrefois harmonisées sont devenues instables. Les mouvements de la Terre ont répondu à cette dissonance. Les eaux ont changé de rythme. Les éléments ont cessé de coopérer. Les séismes, les inondations, les bouleversements climatiques sont alors apparus comme conséquence naturelle d'une rupture profonde entre l'humanité et le vivant. Donc les cités furent englouties, les temples disparurent, les bibliothèques furent perdues, les savoirs furent fragmentés et les mémoires furent dispersées sous forme de symboles, de récits codés, de traditions orales et de mémoires d'âme, dans les peuples, les lignées, certains lieux et même certaines âmes. Les personnes qui se sentent aujourd'hui appelées par l'Atlantide ne cherchent pas simplement une civilisation perdue. Elles répondent à une mémoire d'âme pour rappeler une loi essentielle. Quand la technologie dépasse la conscience qui la soutient, elle finit toujours par se retourner contre ce créateur et cette loi. Notre monde moderne devrait l'entendre avec beaucoup d'humilité, car nous aussi aujourd'hui nous avançons très vite. Nous créons des outils puissants, des intelligences artificielles, des technologies capables de transformer nos vies. Nous maîtrisons de plus en plus de choses à l'extérieur, mais la vraie question est intérieure. Notre sagesse accompagne-t-elle réellement nos découvertes ? À mon sens, c'est précisément pour cela que certaines âmes se sont appelées aujourd'hui par l'Atlantide. Et ma mission aujourd'hui est d'accompagner celles qui sentent l'appel de l'Atlantide. Toutes personnes qui ressentent cet appel, sans toujours savoir d'où il vient,
Les personnes qui ont l'impression de porter une mémoire immense mais difficile à traduire avec des mots, qui savent au fond d'elles qu'elles ne sont pas ici seulement pour suivre un chemin classique, mais pour réactiver quelque chose de plus ancien, de plus vaste, de plus sacré. Ma mission est de réveiller ces mémoires, de transmettre sans imposer, d'aider chacun à reconnaître ce qui vibre déjà en lui. Parce que l'Atlantide, dans cette transmission, vient tendre un miroir pour aider ces âmes à se souvenir de leur rôle, de leur capacité, à ramener plus de conscience dans ce monde. Ma mission à travers ces transmissions, ces soins, ces enseignements et ces mémoires que je partage, est justement d'aimer les âmes, bien sûr, parce que je vous aime tous et je vous envoie toujours énormément d'amour. Mais je veux surtout vous aider. Je veux que chaque âme se sente bien et que chaque âme qui sent en elle, appelée par l'appel de l'Atlantide, à ne pas oublier cette loi. Aujourd'hui, comme par un étrange retour de mémoire, notre monde redécouvre des principes qui résonnent fortement avec les résonances atlantes, par la science, la physique, la médecine vibratoire, l'étude de la conscience et par l'exploration de l'information. Pendant des siècles, notre civilisation a regardé le monde comme comme une mécanique. Puis peu à peu, une autre vision réapparaît, puis vibratoire, où tout semble relié. L'informatique quantique explore aujourd'hui des modes de calcul non linéaires, des systèmes capables de fonctionner sur plusieurs états simultanément, des formes de traitement de l'information qui dépassent la logique classique du oui ou non, du 1 ou du 0, du chemin unique et prévisible. Dans les mémoires atlantes, le calcul n'était pas pensé de manière linéaire, bien sûr. Il ne s'agissait pas seulement d'additionner, de mesurer, de classer. Il s'agissait de capter des champs, de ressentir des équilibres, d'entrer en relation avec une information vivante, multidimensionnelle. La mémoire de l'eau, elle aussi, commence à être étudiée. Parce que l'eau continue de poser questions, elle continue de surprendre. Les fréquences thérapeutiques ouvrent elles aussi de nouvelles voies. Les sons, les vibrations, les champs électromagnétiques, la biorésonance, les recherches autour des ondes scalaires. Toutes ces approches existent déjà dans mes soins chamaniques atlantes. Le vivant n'est pas seulement matière, il y a aussi vibration et information. Car pour guérir, je ne fais pas que corriger un symptôme, je rétablis une cohérence. Je réaccorde une vibration. Je ramène une information juste là où quelque chose s'est brouillé. Je vous relie à votre cœur, votre corps, votre âme, à notre terre-mère et au sacré. Les indices, ils sont partout. Partout autour de nous. Disséminés dans notre culture moderne comme des clins d'œil discrets adressés à notre mémoire profonde à travers les images, les récits, les sons et les symboles. L'Atlantide n'a jamais totalement disparu, elle a juste changé de langage. Dans les films, dans les livres, les jeux, la musique ou même les pratiques spirituelles contemporaines, les mêmes symboles reviennent inlassablement. L'eau, les cristaux, les portails, les mondes reliés, les civilisations anciennes, les cités englouties, les vortex, les fréquences, les mémoires d'âme. Dans le cinéma, par exemple, des œuvres comme Avatar mettent en scène une planète vivante, consciente, reliée par un réseau énergétique où l'eau, la nature et la vibration jouent un rôle central. Ewa, cette intelligence planétaire, n'est pas sans rappeler l'idée d'une conscience collective fluide, semblable à celle que l'on attribue aux technologies atlantes. Rien n'y fonctionne par domination, tout passe par la connexion, la résonance, l'écoute et le respect profond du vivant. Et si ces films nous touchent autant, c'est parce qu'ils réveillent en nous une mémoire du monde où l'humain ne se vivait pas séparé de la nature, où il communiquait avec le vivant. Et tout cela était une évidence. Dans la littérature et les univers de science-fiction, les cristaux sont omniprésents. Ils stockent l'information, amplifient l'énergie, ouvrent des portails, soignent, servent de relais entre les mondes. Ils gardent la mémoire d'anciennes civilisations. Ils réagissent à la pureté du cœur, à l'intention du héros, à la fréquence de celui qui les approche. Et là encore, on retrouve les connaissances atlantes. Dans les jeux vidéo aussi, de nombreux jeux vidéo, également, il y a l'eau, qui devient source de pouvoir, de mémoire, de passage. Elle ouvre des chemins, elle révèle des mondes cachés, permet la guérison, protège certains lieux sacrés. Les spirales, les vortex, les géométries sacrées structurent les temples anciens, les cités perdues, les lieux initiatiques. Du côté des pratiques méditatives, le travail avec l'eau, les sons et les fréquences et les vibrations se répondent de plus en plus.
Il y a aussi les symboles anciens, gravés dans la pierre, transmis à travers les âges, reproduits dans les temples, les grottes, les bijoux, les manuscrits, les œuvres sacrées. Les spirales, les vagues, les cercles, les labyrinthes, les rosaces, les roues, les lignes d'eau, les formes qui tournent, qui reviennent, qui conduisent toujours vers un centre. On les retrouve sur tous les continents, dans les cultures qui n'auraient pourtant jamais dû se rencontrer. Toujours les mêmes formes, toujours les mêmes archétypes, toujours cette impression qu'un langage plus ancien que les mots continue à circuler sous nos yeux. Les Atlantes nous laissent un message radical, que la technologie la plus puissante n'est pas artificielle, elle est vivante. Le futur de l'humanité dépend d'un changement de regard, d'une capacité à réconcilier science et conscience et sacré. Et si cette exploration de l'Atlantide, de l'eau consciente et des technologies vivantes résonne en toi, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette mémoire. Si cette transmission a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que l'Atlantide t'appelle depuis longtemps sans que tu puisses vraiment l'expliquer, si tu ressens que ton âme porte une mémoire ancienne, une connexion au monde subtil, aux dragons, au peuple stellaire, à l'eau, aux cristaux, aux lignées galactiques, alors ce que ton âme attend d'être reconnue, écoutée et réveillée. C'est dans cet esprit que je propose à travers Divine Aroma différents chemins d'accompagnement pour guérir, éveiller l'âme. Tout ce que je transmets a pour intention d'aider l'âme à retrouver sa mémoire, à libérer ce qui l'enferme, à apaiser ce qui la blesse et à se reconnecter à son véritable pouvoir intérieur. Si tu ressens cet appel, je t'invite à venir découvrir mon univers sur Divine Aroma. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu peux me contacter afin que nous échangions ensemble et que je puisse te guider vers l'accompagnement le plus juste pour toi. L'Atlantide se réveille à travers celles et ceux qui acceptent aujourd'hui de se souvenir.